Si Agnès Varda devient peu à peu une artiste incontournable à l'engagement féministe connu et reconnu, notamment outre-Atlantique, elle est surtout l'autrice d'une œuvre immense et protéiforme, souvent moins connue que celle de ses camarades de la Nouvelle Vague, mais qui contient elle aussi son lot de chefs-d'œuvre, de motifs et de théories. Alors, entre l'avant-gardiste de la Nouvelle Vague et la mamie aux patates, bienvenue dans ce nouvel épisode de CQFD dédié à Agnès Varda, comme toujours, garanti sans spoil. Une citation, c'est une façon plus rassurante de commencer, et quand elle dit qu'un abécédaire est une façon plus rassurante de commencer, alors on se prête au jeu d'Agnès Varda, pour ne pas trop paniquer. Première lettre, A comme Arlette, car Agnès est née Arlette en 1928 en Belgique d'un père grec. En 1940, sa famille fuit la guerre et se réfugie dans le port de Sète où Arlette rencontre sa grande amie Valentine Schlegel, dite Linou. C'est en 1946 qu'elle devient Agnès pour renouer avec ses origines. Elle fait même officialiser ce changement. Elle habite alors à Paris, mais se sent à l'étroit avec sa famille et dans ses études, et prépare donc avec soin une fugue. Alors qu'elle a 19 ans, en 1947, elle fuit Paris dans un esprit de libération et d'émancipation qui ne la quittera jamais vraiment, et se retrouve en Corse pendant 3 mois à travailler sur des bateaux de pêche, parmi les marins comme dans son futur métier de cinéaste, seule femme parmi les hommes. Cette fois-ci, elle se fait appeler Dominique, le temps de remonter à Paris. Aujourd'hui, en 2024, ce Paris a bien changé, mais l'empreinte de Varda y subsiste. Les images de ses films imprègnent les lieux, et je suis donc parti sur les pas de Cléo, dans le film éponyme de Varda, pour redécouvrir cette ville qui l'a tant inspirée. On en vient donc à la lettre B, comme bachelard et bricolage. À Paris, la vie d'Agnès s'articule d'abord autour de l'école du Louvre, où elle étudie l'histoire des arts. Cet enseignement ne lui convient qu'à moitié, mais lui permettra tout de même de suivre les cours de Gaston Bachelard à la Sorbonne, qui la marquera énormément. Dans les théories de la fin de sa vie, il propose la rêverie comme un retour à soi, que Varda étend aisément à l'art en général. Même si elle ne l'a jamais vraiment lu, le philosophe restera une référence pour elle, à commencer par sa relecture du mythe de Jonas, que Varda cite à plusieurs reprises dans ses films. Mais l'influence principale de ses années de jeunesse sur Varda est très certainement Linou. C'est elle qui lui a permis de s'émanciper de sa famille et de voir les choses autrement. C'est aussi elle qui la pousse à étudier sérieusement la photographie à l'école de Vaugirard. Agnès commence donc une carrière de photographe où elle alternera entre des travaux purement alimentaires et des photos d'art très mises en scène qui attestent déjà d'un regard particulièrement acéré. Ce regard est resté célèbre à travers les portraits des acteurs du Festival d'Avignon, puis du Théâtre National Populaire de Jean Vilar, qu'elle fera à partir de 1948, avec par exemple ses célèbres photos de la star de l'époque, Gérard Philippe. Mais B, c'est aussi B comme bricolage. L'univers de Varda est constellé de ce désir de bricolage, de bric et de broc, de débris et de collage, à commencer par son amour des jeux avec la langue et des jeux de mots. Sa pratique de la photographie et du cinéma est à cette intersection de l'art et du bricolage. Il s'agit à la fois d'expérimenter et de se débrouiller avec les moyens du bord pour faire émerger de la matière un sens et une esthétique. Dans ce début de carrière, elle achète une maison rue Daguerre qu'elle rénovera et transformera tout au long de sa vie en studio et maison de production. Mais le véritable début de carrière d'Agnès Varda en tant que cinéaste a lieu en 1954, lorsqu'elle réalise son premier film après avoir touché un héritage. Le budget est extrêmement restreint, poussant Varda à créer une coopérative pour monter le film. Il en résulte cependant un film à l'esthétique magnifique, presque magique et une histoire touchante. On y ressent l'œil de la photographe qu'est Varda, avec des compositions splendides, mais peut-être et surtout son appétit pour le mouvement. Ce qui ressort du film, selon moi, est cette soif du mouvement qu'un photographe peut avoir en arrivant au cinéma. Le spectateur lui-même est pris dans le jeu de la cinéaste et chaque mouvement de caméra ou décor dans l'image devient un réel plaisir. En un sens, tout Varda est déjà présent dans ce film. La ligne floue entre documentaire et fiction, l'exploration de nouveaux modes d'expression, l'esthétique de l'image et même le jeu avec les enfants. Pourtant, à cette époque, la réalisatrice est loin d'être cinéphile. Elle ne connaît en outre ni la bande des cahiers du cinéma, future tête de file de la nouvelle vague, ni le néoréalisme italien dont elle reprend les codes et qui marque une révolution dans le cinéma de l'après-guerre. Intitulé La Pointe courte, ce film est inspiré des Palmiers sauvages de William Faulkner et est tourné à Sète. Varda convainc René, autre avant-gardiste de la nouvelle vague, de monter le film avec elle. Et elle aura aussi l'aide d'Anne Sarraute, fille de Nathalie Sarraute, une autrice du nouveau roman qui, comme Varda, brise les règles établies et aura lancé un des mouvements artistiques les plus influents du XXe siècle. Le film Sans toi ni loi lui sera plus tard dédié. Bon, mais alors, la nouvelle vague dans tout ça. La nouvelle vague, pour résumer, est un courant artistique qui a eu lieu en France entre 59 et 65 environ. À cette période, de nombreux jeunes cinéastes arrivent et livrent des films qui sont en rupture avec un cinéma plus établi, avec notamment une grande influence du cinéma américain et du néoréalisme italien. Dans ces jeunes cinéastes, on retrouve par exemple Jean-Luc Godard et François Truffaut, tous deux critiques au cahier du cinéma.
Truffaut y a notamment théorisé sa politique des auteurs, qui érige le réalisateur en tant que véritable auteur de ses films. Mais la nouvelle vague, c'est aussi une esthétique, dans laquelle on retrouve entre autres les points suivants. Des films tournés en décor réel et non en studio, qui parlent de préoccupations de la jeunesse, et notamment de sexe, qui peuvent être assez documentarisants, où les acteurs sont souvent des non-professionnels ou issus d'une nouvelle génération, et dont le ou la cinéaste est aussi l'auteur du scénario qui est régulièrement issu d'œuvres littéraires couramment délaissées par le cinéma. Toutes ces caractéristiques sont présentes dans le premier film d'Agnès Varda, sorti pourtant 5 ans avant les premiers films de la nouvelle vague. Elle fait donc partie, avec Jean-Pierre Melville, de l'avant-garde de ce courant, et La Pointe Courte apparaît maintenant comme complètement prémonitoire. Quelques années plus tard, alors que la nouvelle vague est bien installée, le producteur Georges de Beauregard, qui a précédemment produit À bout de souffle de Godard et Lola de Demy, propose à Varda de réaliser un film au budget limité mais qui deviendra un des chefs-d'œuvre de la nouvelle vague et du cinéma en général, Cléo de 5 à 7. Si vous découvrez Varda, c'est selon moi le film qu'il faut voir absolument. Ce film est touché par la grâce. Non pas la grâce chrétienne, mais une grâce laïque, qu'Agnès décrit comme la réussite d'une communication avec le spectateur à travers un film. Autrement dit, le fait d'être habité par un film. L'image devient alors l'objet d'une révélation de soi. Ce sentiment presque spirituel s'explique difficilement, mais c'est tout à fait ce que le spectateur ressent devant Cléo de 5 à 7. Cette grâce est aussi pour Varda un rapport actif au hasard, qui opère dans la mise en scène même du film en étant ouvert lors du tournage aux événements fortuits. Cette façon d'être dans la réalisation suivra de plus en plus Varda tout au long de son œuvre. Cléo est un succès et est suivi en 1965 par le film Le Bonheur, qui semble sur certains points répondre au film précédent. En effet, ces deux films traitent de la mort, qui sera un thème récurrent chez Varda. Pour autant, ce thème n'est jamais traité de façon dramatique, même s'il apporte sa dose de tragique au film. Ainsi, les deux films se répondent dans le traitement de la mort par rapport à la couleur à l'opposé des représentations habituelles, mais ayant chacun ses propres caractéristiques. Ainsi, Cléo est un film en noir et blanc, mais la couleur de la mort est la couleur blanche et non noire. Il en résulte un film particulièrement lumineux, qui renforce la complexité et la profondeur de l'histoire. Le Bonheur est quant à lui en couleur et embrasse cette caractéristique. Varda donne à l'ensemble du film une esthétique chatoyante, qui rappelle sans cesse les tableaux des impressionnistes. Dans ce film éminemment tragique, on retrouve une des images les plus colorées du cinéma mondial. Ces films, comme en somme toutes les œuvres d'Agnès Varda, mettent aussi en jeu le regard de l'artiste. Par exemple, dans Cléo, le deuxième personnage du film est Paris, vu à travers les yeux de la cinéaste. On découvre son quartier de la rive gauche, mais aussi tous les antiquaires et les marchands d'art de la rue Guénégaud, les brasseries parisiennes avec leurs jeux de miroirs, ou encore les marins à pompons de la gare Montparnasse. Varda nous montre ainsi ce qu'elle voit et surtout comment regarder. On découvre une nouvelle façon d'aborder la ville et la vie, en étant ouvert à la beauté et à la coïncidence. Ce regard si particulier s'applique aussi à la réalité sociologique et politique, et la deuxième grande phase de la carrière d'Agnès Varda repose sur de nombreux films aux thèmes politiques et féministes. Déjà au début de sa carrière, les questions politiques ne lui échappent pas, puisqu'elle ira en Chine en 1957 pendant plusieurs mois pour photographier la nouvelle Chine de Mao, en compagnie notamment de Marc Ribot et Cartier-Bresson. De même, dans Cléo, malgré la censure, le thème de la guerre d'Algérie est omniprésent, et bien sûr celui du féminisme. Ainsi, à partir de 1963, avec Salut les Cubains, puis avec le film collectif Loin du Vietnam en 1967, ou encore Black Panthers en 1968, filmé durant son voyage aux États-Unis avec son mari Jacques Demy, Varda s'approprie les questions politiques brûlantes des 60s et donne son regard face à l'impérialisme américain pour la révolution et l'émancipation des minorités. Elle réalise aussi L'une chante l'autre pas en 1977 qui revient sur la lutte féministe pour l'IVG. Varda, en 1971, avait déjà soutenu le projet de loi en signant le manifeste des 343 et en aidant Delphine Seyrig à récupérer des signatures d'actrices célèbres. Pour autant, L'une chante l'autre pas n'est pas un film militant. Selon elle, c'est un film de femme, pas un film féministe. Et de fait, là où Varda est devenue une icône du féminisme, notamment outre-Atlantique, elle a toujours cherché à montrer qu'elle pouvait faire le même métier que les hommes, avec une équipe de femmes, et sur des sujets qui la concernaient, même si cela ne l'empêchait pas d'être en colère. Même après cette période, avec ses films suivants, il y aura presque toujours un aspect politique, qu'il parle du sida, des sans-abri ou du gâchis alimentaire. La vision politique n'est jamais programmatique et est rarement militante dans ses films, mais c'est véritablement son regard sur une question de société que Varda apporte. Il faut dire ici que Varda a souvent été évincée, comme au retour de son voyage en Chine où Cartier-Bresson la dissuada de publier ses photos pour avoir la primeur dans les magazines. De même, là où Demy est omniprésent dans les œuvres et l'autobiographie de Varda, elle semble avoir été oubliée dans sa biographie à lui.
Amour vache ou pas, de fait, Varda n'a eu le droit à sa biographie qu'en 2023, et le nombre d'ouvrages la concernant est désespérément plus faible que celui sur tous les autres garçons de la nouvelle vague, montrant que la bataille pour l'égalité homme-femme dans le cinéma est encore à gagner. Après sa séparation avec Jacques Demy, Varda retourne à Los Angeles en 1981 pour y tourner 2 films jumeaux, Documentaire et Murmure. Le premier est une fiction et le second un documentaire. Mais le documentaire n'a de cesse de rentrer dans la fiction et la fiction dans le documentaire. Documentaire comprend par exemple une séquence volée d'un véritable couple se disputant, et l'actrice principale est non professionnelle et joue avec Mathieu Demy, le fils d'Agnès et de Jacques. Une équipe de télévision française demandera même à la protagoniste de Documentaire d'enregistrer la voix off de Murmure. Cette porosité entre le documentaire et la fiction continue d'être creusée dans Santoine-Illois, le seul véritable succès commercial d'Agnès Varda. On y retrouve encore de nombreux acteurs non professionnels, la présence d'une voix off, des passages de témoignages des personnes croisées par Mona sur sa route. Puis, en 88, on retrouve de nouveau 2 films jumeaux dans Jane B par Agnès V et Kung Fu Master, rejoint la même dualité qu'en 81. De façon générale, Agnès Varda n'a de cesse de nous faire voyager entre le rêve et la réalité et aime mettre en scène son univers. Pour autant, ces films peuvent être sans concession, même quand ils restent tout à fait descriptifs, à l'image du bonheur, vivement critiqués pour son immoralité, ou Santoine-Illois, qui fait tout en sorte pour que Mona nous soit antipathique, sans bien sûr y réussir. De façon générale, c'est dans cette radicalité que Varda a donné ses plus grands films, à l'image de Documentaire. Ce rapport particulier entre fiction et réalité permet aussi d'évoquer une inspiration de Varda qu'on retrouve très bien dans ses films, notamment vers la fin de sa vie. Cette inspiration, c'est celle de Bertolt Brecht et de sa fameuse distanciation brechtienne. Même si on parle ici d'un dramaturge allemand du début du siècle passé, rien de bien compliqué en vérité. La distanciation est simplement l'attitude de l'acteur qui prend ses distances avec un personnage et l'attitude du spectateur prenant ses distances avec l'action dramatique. En d'autres termes, il s'agit de briser le 4e mur. Ni le personnage, ni le spectateur n'est dupe quant au fait qu'il participe et assiste à un spectacle. Très concrètement, il s'agit d'adresses directes ou de clins d'œil au spectateur, comme dans Les 1001 nuits de Simon Cinéma, un film de Varda sorti en 1995, sorte de prémisse à la 3e grande phase de la carrière d'Agnès Varda. En effet, la maladie puis la mort de Jacques Demy du sida marquent une nouvelle ère Varda. Elle réalise à la fin de la vie de son ex-mari, Jacques Audenante, entre fiction et documentaire, qui retrace l'enfance de Jacques et la création de ses films. Puis, après sa mort, Agnès réalise 2 autres films documentaires sur Demy. Ce travail mémoriel va aussi s'appliquer à elle-même et à ses créations, puisqu'elle écrit son autobiographie Varda par Agnès en 1994. Elle rachète dans le même temps les droits de ses films et de ceux de Demy pour les restaurer. Jusqu'à la fin de sa vie, elle n'aura alors de cesse, après avoir mis le monde et la vie des autres en scène, de faire le récit de sa propre vie. Quelles parties viennent de la romance, quelles parties viennent des faits, lesquels sont tus, lesquels sont dits et redits. Là encore, la frontière est floue, mais Varda crée son personnage de mamie à la coupe au bol et continue à créer. Ainsi, elle devient à ce moment la grand-mère de la nouvelle vague, expression qu'elle utilise régulièrement. Il s'agit pour elle d'affirmer sa carrière, revenir sur ses films et créer sa propre légende, comme bien des cinéastes avant elle. Ses dernières réalisations la mettront donc sur le devant de la scène avec Les glaneurs et la glaneuse, Les plages d'Agnès, Agnès de ci de là ou encore Visage village. Une des façons pour Agnès d'affirmer sa présence dans ses films est sa voix. Et une chose me frappe toujours depuis le premier film de Varda que j'ai vu, qu'elle soit en prise directe ou réenregistrée, écrite ou improvisée, la voix d'Agnès a toujours ce même timbre de voix off, de voix écrite. Elle manie le langage avec élégance et d'une voix toujours douce et égale à elle-même. Là encore, fiction et réalité se mélangent. On ne comprend jamais vraiment d'où vient sa voix. C'est aussi une façon de se raconter. L'écouter, c'est comme lire son autobiographie. Ce récit de soi permet aussi de mieux comprendre ses techniques de réalisation. Entre autres, elle invente en 1985 avec Ulysse et Santoine-Illois le concept de cinécriture. Ce terme a pour vocation de décrire la même chose que le style en littérature par exemple. Il désigne le geste de la réalisation. Quels moyens exclusifs au cinéma sont mis en place pour raconter l'histoire ? Un exemple pour être plus clair. Dans les films de Varda, notamment de la fin de sa vie, les miroirs sont partout. Le miroir est un outil purement cinématographique qui permet à la fois de voir la réalisatrice, le hors-champ et la caméra. Il permet aussi de changer le point de vue et de former un cadre dans l'image, c'est-à-dire un écran. Varda utilise alors cet outil de cinéma pour nous raconter une histoire. Le film est réflexif, il possède donc des miroirs. Le concept de cinécriture pourrait presque être lu comme la version d'Agnès Varda de la politique des auteurs de Truffaut. Le réalisateur est un auteur et a des outils à sa disposition pour créer spécifiquement pour le cinéma en dégageant un style reconnaissable.
En un sens, ce sont ces outils et ce style que je cherche à dégager dans cette série de vidéos sur des cinéastes influents. L'arrivée des années 2000 marque aussi l'arrivée de Varda dans de nouvelles pratiques artistiques. En 2000, elle réalise Les glaneurs et la glaneuse, rendu possible grâce à un petit caméscope numérique pour le grand public. Elle se prend alors à jouer avec cette nouvelle façon de créer et découvre au passage les patates en forme de cœur qui n'auront de cesse de revenir dans son œuvre et qui lui permettra la passerelle vers les arts plastiques avec son exposition Patate Utopia à la Biennale de Venise. Jusqu'à sa mort, elle continuera dans ce domaine, notamment à la Fondation Cartier à Paris, où l'on peut encore trouver le tombeau de sa chatte Sgougou. En 2017, elle revisite le médium par lequel elle était arrivée au cinéma, la photographie. Avec l'artiste Vière, elle réalise Visage Village, une collaboration touchante entre deux artistes aux univers complémentaires. Et de fait, Varda n'aura jamais cessé de collaborer avec des amis artistes. Ainsi, c'est Alain Resnais qui monta la pointe courte avec elle. Anna Karina et Jean-Luc Godard apparurent dans Cléo. Chris Marker a ouvert son atelier à sa caméra, caché derrière le chat d'Égypte. Mais c'est aussi Viva, la muse d'Andy Warhol, qui tourna avec elle dans Lion's Love. Varda aura su fédérer dans ses œuvres les plus grands comédiens, les plus grands artistes et les plus grands anonymes. Elle aura pris en photo Fidel Castro et des enfants chinois dans des usines, le tout dans une œuvre protéiforme qui est à chaque fois empreinte de la présence d'Agnès, qui jette un halo joyeux et touchant sur ces films où l'inventivité est reine. Dans ma dernière étape de ma balade parisienne, je suis passé par le cimetière du Montparnasse, où reposent ensemble Jacques Demy et Agnès Varda, morte en 2019, et j'ai eu envie d'écrire une lettre. Chère Agnès, tu as pris l'habitude de venir au cimetière du Montparnasse, après la mort de Jacques, pour fleurir sa tombe d'une de tes lettres. Aujourd'hui, tu as disparu et c'est à moi de faire la même chose. Rien d'exceptionnel ou de grandiloquent, simplement un merci, sous forme d'une lettre, sous forme d'une vidéo. Merci pour tes films, qui ont parfois secoué, mais qui ont toujours ému. Merci de ta vision et de ton regard qui nous permettent encore de voir le monde d'une autre façon. Et merci de ton courage qui montre qu'il faut rêver suffisamment fort et ne jamais cesser d'aimer. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo qui j'espère vous a plu. Comme d'habitude, une ou deux références de livres, en l'occurrence la biographie de Varda par Laura Adler et l'autobiographie de Varda, tout simplement. Foncez voir du Varda si ce n'est pas déjà fait, et dans le cas inverse, foncez en revoir. A bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner.